Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes vraiment ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission du droit de savoir qui est consacrée aujourd'hui au devoir de conseil des distributeurs. Le devoir de conseil s'inscrit au cœur des métiers des distributeurs, qu'ils soient agents généraux, courtiers, conseillers en investissement financier ou bien salariés. Le devoir de conseil est une obligation socle du professionnel qui la doit à un client qui lui est un peu non initié, profane d'une certaine façon. Depuis de très nombreuses années, ce devoir de conseil s'est construit, mais il reste encore pour beaucoup de professionnels un sujet difficile, voire un peu tabou pour dire toute la vérité. Depuis presque 20 ans, la loi et les autorités ont sans cesse renforcé ce devoir de conseil des professionnels. Le 21 novembre 2024, la CPR a publié une note, une longue recommandation de près de 9 pages. Nous allons en parler aujourd'hui. Pourquoi ? Point d'interrogation. Qu'apporte cette nouvelle recommandation ? Modifie-t-elle ou pas le devoir de conseil des professionnels ? Pour nous aider à décrypter tout cela, nous allons et nous expliquer bien sûr le contenu de cette note. Nous avons le plaisir d'accueillir Karen Fiol. Bonjour. Bonjour Karen. Vous êtes vice-présidente de la CNCGP, la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine. La CNCGP, je le rappelle, pour certains, est une association professionnelle agréée par l'AMF et la CPR qui regroupe des professionnels des conseillers en gestion de patrimoine. Vous exercez également la profession de conseiller en gestion de patrimoine, Karen, au sein de vos cabinets Alter Égal. Vous êtes également membre du CCSF, le comité consultatif du secteur financier, et de l'OPEF, l'Observatoire des produits d'épargne financière. Vous voulez compléter peut-être parce que la liste est longue, mais... Alors effectivement, je suis associée au sein du cabinet Alter Égal aux côtés de Géraldine Métifeux, Harold Lécourant et Marc Arthéon. On gère très prochainement 150 millions pour à peu près 210 familles. Ça positionne un petit peu le cabinet. À la Chambre... Tous les décideurs sont des professionnels, donc ce qui nous permet de voir tout de suite l'opérationnel derrière un texte proposé à la fois par nos autorités, mais également par l'Europe. Et particularité à la CNCGP, on est effectivement, comme vous l'avez dit, association de CIF et de courtiers et d'IOB, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Oui. Mais ce sont tous des professionnels de l'épargne. Voilà, à la Chambre, c'est très marginal, l'IARD, c'est important de le rappeler pour nos échanges tout à l'heure. Et puis, dernière chose, je suis également membre du Haut Conseil certificateur de place de l'AMF, où on travaille autour de l'examen qu'on appelle la certification AMF, enfin qui s'appelle l'examen AMF, et l'examen finance durable, le dernier né de l'AMF. Merci Carole. Et puis bien sûr, nous avons la présence d'Isabelle Monin à la fin. Bonjour à tous, bonjour Karen, et merci de participer à l'émission. Fondatrice d'Astrée Avocat et coproductrice de cette émission qui dure depuis maintenant quelques années. Donc, nouveau devoir de conseil, point d'interrogation. C'est un peu le sujet de notre échange qui va être constitué de trois parties. Isabelle, est-ce qu'on peut rentrer tout de suite, c'est une vraie question de fond, dans le vif du sujet. Le sujet que nous abordons aujourd'hui est quand même connu, pratiquement par tous les distributeurs, devrait en tout cas être connu de nos auditeurs. Est-ce que vous pouvez quand même nous rappeler un certain nombre de grandes lignes et sur quoi repose cette obligation que contient le texte de cette fameuse recommandation du 21 novembre dernier ? Oui, c'est important quand même de refaire le point sur une obligation qui, je l'espère, pour les gens qui nous écoutent, est quand même connue. Le devoir de conseil, en fait, il est né il y a une 60aine d'années dans la jurisprudence et il s'inscrit dans un contexte assez classique de droit des obligations. La défense, l'équilibre dans le contrat, le professionnel qui doit le conseil à son acheteur qui est censé être plus profane. Vous l'avez dit tout à l'heure en introduction. Donc ça part de là, en fait. Et puis, dans le secteur financier, il y a eu une succession de législations. 2003, ce sont les conseillers en investissement financier qui ont ouvert le bal et qui ont vu effectivement formaliser le devoir de conseil par écrit. Puis 2007, les courtiers d'assurance. Et puis 2015, les intermédiaires en opération de banque et services de paiement. Alors, depuis l'origine de ces législations dans le secteur financier, on tend quand même à créer de la convergence. C'est-à-dire de donner à peu près les mêmes obligations à tous ces professionnels du secteur de la finance, de l'assurance et de la banque. Pour autant, historiquement, tel n'était pas le cas. Donc, ce devoir de conseil, il a quand
quand même comme vertu, comme principale caractéristique de s'inscrire dans 3 diligences particulières, trois diligences qui doivent être exécutées par tous les professionnels. Alors, Karen va plutôt nous expliquer le devoir de conseil des CIF, mais je dirais que d'une manière globale, on va retrouver les tendances dans l'ensemble des statuts. On laissera de côté les IOB aussi, Jean-Luc, aujourd'hui, puisqu'on parle d'une recommandation qui porte sur les produits d'assurance. Mais je dirais que s'il y a des IOB qui nous écoutent, c'est pas plus mal pour eux non plus de se rappeler que le devoir de conseil les concerne également. Ils sont parfois courtiers aussi. Ils sont aussi courtiers. Ça peut arriver. Alors, historiquement, le devoir de conseil a été légalisé pour une prestation qui s'effectue avant la conclusion du contrat. Ça, c'est une chose très importante. C'est un devoir, en fait, précontractuel. C'est un devoir qui s'exécute par écrit. On formalise son devoir de conseil. Tout le monde conseille ses clients. On parle à ses clients et le conseil, on l'exécute, j'allais dire, presque comme Monsieur Jourdain. Mais le devoir de conseil est une obligation écrite, précontractuelle et écrite. La troisième chose, c'est que, en gros, il y a 3 phases dans ce devoir de conseil. Il y a une phase préalable de recueil des exigences et des besoins. On parle comme ça en assurance. Alors, dans le métier de l'investissement financier, on va plutôt parler de connaissance client. Voilà, c'est la connaissance client. C'est ce que on en a parlé lors de la dernière émission. C'est le cas ici. Voilà, c'est la même chose. En fait, l'idée est de se dire, de quoi ai-je donc besoin ? Qu'est-ce que je dois demander à mes clients ? Quels sont les événements qui entourent la relation de mon client ? Les exigences et les besoins. Je ne dois pas simplement les collecter, je dois formaliser un questionnaire de risque en dommages ou une espèce de document de connaissance client pour l'épargne. Mais en tout cas, je dois formaliser cette phase, elle doit être écrite. Deuxième phase, dans le conseil, c'est le choix. J'effectue dans mon catalogue de produits le choix d'un produit ou de plusieurs produits que je vais considérer comme susceptibles de, répondre au cahier des charges que j'ai moi-même inscrit avec mon client. Souvent, on se rappelle, les exigences et les besoins, c'est pas simplement que le client, c'est quand même aussi le professionnel qui va susciter quelque part la reformulation de l'expression de besoin. Le client, il veut des choses, mais tout n'est pas possible. Le client pense pouvoir faire quelque chose qui ne va pas pouvoir être possible. Donc, il y a dans cette qualification du besoin un véritable processus actif du conseiller pour, effectivement, formuler. Et puis, pareil, dans le choix, c'est sa liberté, mais il faut qu'il choisisse des produits qui sont considérés comme susceptibles de répondre à la demande. Et dans cette phase-là, son devoir, dans le conseil, c'est d'expliquer. Il ne peut pas se contenter de dire à son client, voilà le produit que je te propose. Il faut qu'il lui dise, voilà, les caractéristiques de ce produit. Alors, dans l'assurance, on dit les éléments essentiels des garanties et des exclusions. Dans l'épargne, on va dire, il faut expliquer les fonctionnements essentiels du produit d'investissement. Alors, on a les documents normalisés d'information sur les produits qui sont censés adresser cette problématique. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu beaucoup le support de ces documents, mais disons que c'est un objectif. Et en tout cas, c'est bien l'enjeu de la deuxième phase de ce devoir de conseil. C'est une phase pédagogique qui va s'adresser au client pour lui dire, voilà, dans ce produit, ce qu'il y a. Puis, on en vient à la troisième phase, qui est cette phase de justification. C'est-à-dire qu'au-delà du fait d'avoir recueilli les exigences et les besoins et reformuler les exigences, puis ensuite expliquer le produit, il faut qu'on justifie, en fait. Et c'est là où intervient plusieurs niveaux de conseil. Et ça, c'est important aussi de l'expliquer aux gens qui nous écoutent, parce que là, on a des petites différences entre les différents statuts, mais en assurance, puisqu'on est bien dans une recommandation qui concerne le statut du courtier, depuis la directive distribution, qui a fait des distributeurs bien d'autres acteurs que les intermédiaires d'assurance, puisque les courtiers, les agents généraux et les mandataires se sont vus aussi adjoindre ceux des compagnies d'assurance, eh bien, on a créé des niveaux de conseil. Et donc, l'autorité, par une publication de 2018, a dit, voilà, il y a un niveau 1 de conseil, qui est le niveau obligatoire, donc qui relève du devoir de conseil. Alors, celui-là, il est consubstantiel au devoir de conseil. C'est celui de conseiller un produit adéquat ou cohérent. Alors, on dit adéquat pour l'assurance vie, on dit cohérent pour l'assurance de dommages. Bon, c'est une tradition, c'est comme ça. Donc, après avoir fait la présentation de ce produit, il faut justifier à son client par un test. Alors, c'est vraiment un travail de tu voulais cette garantie, tu as cette garantie, tu voulais cette garantie, mais attention, il y a une exclusion, il y a des franchises. Donc, on doit faire un vrai travail de paramétrage, en fait, de ce que offre le produit et ce que ce produit peut avoir de cohérent avec les exigences du client. Cette phase-là est la phase la plus complexe, celle qui est pour le moment rarement mise en œuvre dans des conditions très pertinentes par les acteurs. Mais bon, c'est la troisième phase du conseil. Voilà donc le cadre des trois éléments du devoir de conseil. Tout ça est écrit, Tout ça est écrit, je me rappelle, avant la conclusion du contrat, écrit. Alors, l'autorité exige, signé par le client. C'est-à-dire que c'est remis. Mais aujourd'hui, la pratique professionnelle exige que le client
valide. On a tout intérêt à contractualiser tout cela avec son client. Mais disons que le texte parle d'une remise. Les autorités demandent une signature. D'accord, c'était clair. Karen, de votre point de vue, quelles sont les spécificités peut-être que vous voyez du côté des conseils en investissement financier ? Alors, il y a des petites différences. Effectivement, la plus grosse des différences, c'est que ce devoir de conseil, les CIF, c'est depuis quasiment 20 ans. C'est vrai. Voilà. On l'a rappelé tout à l'heure un petit peu. On est un peu aguerri. Rien de neuf sous le soleil, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Gros. Alors, il y a des petites... Alors, ça ne veut pas dire que la recommandation, et on va rentrer dans le détail, il y a des points extrêmement intéressants. Mais cette démarche du conseil, c'est quelque chose que les CIF connaissent, encore une fois, depuis très longtemps. Donc, concernant les CIF, on a 3 phases. La première, c'est celle de la présentation, c'est-à-dire le document d'entrée en relation qu'on peut retrouver aussi chez le courtier. Mais enfin, en tout cas, là, je parle dès mi-fin, donc dès 2003, et puis son mise en application. Donc, dedans, on a quoi ? On a les coordonnées du CIF, l'association à laquelle il adhère, puisque c'est une obligation. Les principaux producteurs avec lesquels il travaille, son statut, indépendant ou pas. Alors ça, c'est quelque chose au niveau des courtiers qu'on n'a pas, en tout cas pas encore. Des fois, on voit le mot apparaître dans la RIS, mais enfin bon, en tout cas, un CIF peut être indépendant ou non indépendant. La prise en compte des facteurs de durabilité, et puis d'autres éléments plus transverse, RGPD, enfin bon, bref, voilà. Donc il y a cette présentation-là. Une fois qu'on a cette présentation, on arrive au fameux KYC, qui est ni plus ni moins qu'un questionnement du client pour déterminer ses objectifs, ses besoins et sa situation dans le global, puisque le conseil ne peut être que global. Et pour cela, on adjoint évidemment le questionnaire de risque, qui est extrêmement précis, parce qu'on a la capacité à prendre du risque, la connaissance, l'expérience, ce sont des notions qui sont différentes, ses objectifs d'investissement, son horizon, et sa capacité à subir des pertes et la durabilité. Mais ça, on y reviendra aussi après. Et ce qui est important dans la réglementation, c'est que si on n'obtient pas ces éléments-là, on doit s'abstenir de conseiller. Voire même, si le client est dans une démarche et veut absolument telle chose, et que nous considérons que ce n'est pas bon pour lui, on doit formaliser par écrit le fait qu'il ne faut pas. Voilà, on ne lui conseille pas de faire ça. Et donc après, généralement, c'est la fin de la relation. Hein, on va quand même se le dire. Et puis le dernier point, c'est la contractualisation, c'est-à-dire à la fois dans la lettre de mission, puisque ça elle est obligatoire, dans laquelle on va parler des principaux risques, notre mode de rémunération, les frais, les modalités aussi de communication. Est-ce que ça va être un conseil qui va être durable dans le temps ou pas, ça dépend des produits aussi. Hein. Et puis, le fameux rapport d'adéquation, celui qui reprend les objectifs, le profil de risque, le profil de durabilité et qui va proposer un ou plusieurs produits et qui va préciser avec presque exactitude les coûts et frais. Donc ça, c'est pas quelque chose... Voilà, c'est quelque chose de très précis. Très propre à l'épargne. Très propre au CIF, les ex-santé. Et on va donc aussi indiquer, si jamais on n'est pas dans le marché cible du produit, il va falloir aussi pouvoir le justifier. Mais ça doit être vraiment des cas extrêmement rares. Donc après... Il y a évidemment la phase de suivi, mais le CIF est très, très structuré. Et encore une fois, ce sont des habitudes depuis très longtemps. Depuis un certain nombre d'années. Voilà. Alors, le devoir de conseil, il se prolonge pendant toute la durée du contrat. On y reviendra d'ailleurs. On reviendra aussi sur la durabilité que vous avez évoquée, Karen. Cette fameuse recommandation du 21 novembre 2024, Isabelle, est-ce qu'il y a des nouveautés ? Alors... J'allais dire que c'est un peu une réponse en dents de scie. Hein, c'est-à-dire que c'est une nouveauté parce que l'autorité, finalement, fait une œuvre somme. Hein, elle relate, finalement, elle résume, elle reprend, j'allais dire, depuis l'origine, finalement,
tout ce qu'elle entend vouloir, tous ces attendus en fait en matière de devoir de conseil. Donc ça, on peut dire, c'est effectivement quelque chose de nouveau parce que jusqu'à maintenant, on trouvait ça et là dans différentes publications de l'autorité. Les donc ça au moins ce mérite-là. Voilà, donc c'est une œuvre somme, on va dire, sur le devoir de conseil. Et j'ai oublié d'ailleurs de préciser qu'elle donne également les directives en matière de niveau 2 de conseil ou niveau 3 de conseil, qui, à la différence effectivement des CIF, qui sont plutôt enclins à une forme d'éclectisme dans la proposition d'adéquation. Pour ce qui est du courtage d'assurance, donc du produit d'assurance, c'est un service optionnel. On le nomme le service de recommandation personnalisée, qui, en fonction du périmètre d'étude, va être de niveau 2 ou de niveau 3. Donc ça, c'est bien rappelé dans cette recommandation, parce que c'est un sujet, Jean-Luc, qui pose beaucoup de difficultés sur le secteur, d'aucuns n'étant pas du tout convaincus de ce que ce service soit optionnel, mais surtout qu'il soit payant. Parce que c'est ça la règle, c'est que si on le propose, on est en droit de percevoir des honoraires particuliers pour ce service qui viennent compléter les éventuelles commissions que l'on touche pour le niveau 1, c'est-à-dire pour ce fameux socle du devoir de conseil. C'est un service qui est dissocié. Donc effectivement, cette recommandation, elle a déjà ce mérite-là. Elle a un second mérite, et donc une nouveauté, c'est qu'elle est extrêmement pratique. Elle s'inscrit vraiment dans des conseils opérationnels. Et ce que j'ai trouvé effectivement de tout à fait nouveau, c'est que l'autorité vise les textes des codes monétaires et financiers qui lui donnent cette mission, pour que virtuellement, les mauvais coucheurs, j'allais dire, qui auraient tendance à dire toutes ces recommandations n'ont pas de valeur contraignante, ou en tout cas, on n'a pas l'intention trop de les écouter, eh bien, l'autorité rappelle que c'est son travail, en fait, que le code monétaire et financier lui a assigné cet objectif de réguler. Et donc, dans la régulation, il y a cet aspect mesure d'exécution, en fait. Donc, la loi prévoit une obligation. Moi, je vous dis quelles sont mes attentes. Et elle est très inspirée, cette recommandation, à mon sens, de beaucoup de retours d'expérience de contrôle qui nourrissent, en fait, la réflexion de l'autorité, qui dit, voilà, dans quel cas, voilà ce que je suggère, dans quel cas, voilà ce que je suggère. Donc, on rappelle, effectivement, toutes ces obligations que l'on vient de décrire avec Karen. Alors, la nouveauté aussi, c'est cette fameuse obligation de suivi, dont on parlera plus tard dans notre séquence, mais qui est la nouveauté. Alors, nous, évidemment, et je pense que Karen dira la même chose pour les SIF, on la recommandait, parce qu'elle relève du bon sens. Mais elle a au moins le mérite aujourd'hui d'être inscrite dans un texte, et elle vise effectivement l'ensemble des assurances. Et enfin, la troisième nouveauté, c'est que cette recommandation a souhaité embarquer tous les produits d'assurance, parce qu'on avait aussi parfois des petites questions de lisibilité. Est-ce que dans les ARD, c'est toutes les ARD? Est-ce que l'assurance de personnes, les valeurs de transfert, les valeurs de rachat, l'assurance vie, la capitalisation, les produits d'investissement, on pouvait s'y perdre en matière... on embarque tous les produits Là, je dirais que l'autorité ratisse très large. Et elle dit, au fond, le devoir de conseil, voilà ce que j'entends en assurance, ça concerne tous les produits. Et bon, à l'exception vraiment des produits qui sont cités en introduction et qui sont clairement des produits pour lesquels l'adhésion obligatoire pour les salariés, enfin des choses qui ne sont de toute façon pas négociables vis-à-vis du bénéficiaire de l'assurance, on est vraiment sur une recommandation qui s'applique tout secteur d'assurance confondu, toute classe de risque confondue, assurance non-vie, assurance vie. Et donc, c'est ça aussi qui relève pour moi d'une grande nouveauté. Y compris les petits produits de poche, l'assurance de poche, l'assurance affinitaire. Beaucoup l'affinitaire, effectivement. À nouveau, on voit bien que on le dit souvent dans cette émission, c'est un peu la point d'attention des autorités et des pouvoirs publics depuis plusieurs années. On voit nos avis au CCSF, puisque nous y avons beaucoup travaillé avec Karen sur les contrats en prévision d'obsèques. Bien sûr. Un travail qui nous a pris beaucoup de temps. Et puis, les assurances affinitaires pour lesquelles on a aussi rendu un bel avis en 2023. Donc voilà, on nourrit effectivement cette recommandation de produits d'assurance que peut-être certaines personnes estiment non concernés. Donc avec effectivement une recommandation qui reprend de façon très méthodique, c'est un peu ça l'idée, les diverses étapes de l'exercice du devoir de conseil. On peut peut-être recommander à nos auditeurs de se la procurer. Je pense que c'est la seule chose à faire. La résumer serait réducteur, étant donné que je pense qu'il n'y a pas une ligne qui soit inutile. Oui. Et la lire est un document très synthétique et pédagogique, et on distingue ce qui est attendu pour l'assurance vie, ce qui est attendu pour l'assurance non-vie, ce qui est attendu avant la conclusion du contrat, ce qui est attendu après la conclusion du contrat, avec vraiment des recommandations très pratiques et très opérationnelles sur toutes les étapes, en fait, le devoir de conseil, c'est-à-dire les exigences et les besoins, la préconisation et la justification. Donc je pense qu'effectivement, là-dessus, on peut difficilement paraphraser, en fait. Karen Fiol, comment la CNCGP a-t-elle, elle, de son côté, accueilli cette recommandation particulière ? En fait, cette recommandation, l'ACPR
a consulté les associations. Et en fait, elle est le fruit d'une longue consultation. Alors, quand je dis longue... Pardon ? Ça a duré combien de temps ? Alors là, je crois qu'on a commencé en mai. Quelques mois, quoi, en fait. Mais, oui, quelques mois. Mais longue, ça veut dire productif. Là, effectivement, c'est un peu long peut-être, mais c'est surtout très productif. Et vraiment, la Chambre est ravie d'avoir participé et d'avoir été écoutez, on a eu des échanges avec la CPR, on expliquait certains points, ils ont essayé de satisfaire certaines dispositions qui nous semblaient difficiles à appliquer. Et vraiment, on est très contents. Donc la méthodologie était géniale, parfaite, ouais, voilà. Génial. Tout simplement génial. Génial, c'est joli comme mot. C'est génial. Oui, c'est fort, bien sûr. Et alors, ce qui nous a évidemment surpris, mais très agréablement aussi, c'est que c'est une des rares recommandations, toute autorité confondue, où on est vraiment dans le pratique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de blabla juridico, compliqué, c'est-à-dire que tout le monde peut la lire. Mais à contrario, il faut donc la lire. Enfin, ça veut dire ça en creux, quand même. Et, on la mettra en lien de la vidéo, je pense que c'est utile. parce que c'est un des rares textes qui est aussi, autant opérationnel. Ouais. Ils nous prennent par la main et je trouve que c'est une très bonne chose. Alors, la loi Industrie Verte avait donné le pas, sur la fréquence du suivi, etc., etc. Et là, la recommandation reprend les mots « qu'est-ce qu'un changement significatif ?» C'est vrai ? Qu'est-ce qu'on appelle changement significatif ? Jusqu'à présent, on le trouvait dans certains textes. On se doutait sur quelques points, mais là, il précise réellement. Et je trouve ça très bien. Et puis, il y a le suivi, évidemment, qui est parfaitement édicté. Mais c'est surtout, en fait, pour nous, très honnêtement, au niveau des CIF, on était déjà dans l'obligation du suivi. On était déjà dans l'obligation de la mise à jour des informations, etc., etc. Donc, il y a pas un nouveau vraiment pour les CIF. Voilà, pas fondamentalement dans le détail de l'application, mais ce ne sont pas des changements fondamentaux. Quelles recommandations souhaiteriez-vous plutôt évoquer, et puis concrètement dans la vraie vie, si je puis dire, comment on fait pour exercer son devoir de conseil ? C'est simple ? Bon, il y a plusieurs points. Comme je le disais, ce que je trouvais parfait, c'était comment on suit. Qu'est-ce qu'on considère comme une étape décisive dans la vie d'un contrat. Mais à l'heure de RIS, des frais, de l'OPEF, j'aimerais attirer votre attention sur un point qui est très précisément le 2.1.8.4 qui dit « Attirer l'attention de l'adhérent ou du souscripteur éventuel sur l'ensemble des frais relatifs au contrat et aux options d'investissement sous-jacentes et leur indice sur la performance passée de l'investissement envisagé. Cette présentation peut se faire à l'aide des documents d'information prévus par la réglementation, par exemple les annexes financières. » C'est la page 5 de la recommandation. Ouais. J'avais pas la page. Mais super, merci. Alors je fais un petit break là sur les annexes financières. Parce que les annexes financières, pour mémoire, c'est issu de la loi Pacte. Bon. Là-dessus, avec Isabelle, nous travaillons sur un accord de place. Dans le cadre du CCSF, on met une petite couche pour peaufiner les annexes financières et on rajoute une colonne. Bon. Les annexes financières, c'est quoi ? Juste, je vous rappelle ce que c'est. C'est la performance brute d'un sous-jacent. Après, on indique les frais de gestion du sous-jacent. On a donc la performance nette des frais du sous-jacent. C'est pas facile à dire. On va y arriver. Les frais du contrat et la performance du sous-jacent net des frais du fonds et du contrat. Et ça permet ainsi à l'épargnant de faire le constat et de bien apprécier les frais, sachant que la dernière colonne recouvre les commissions qui sont à la fois partagées entre l'assureur et le distributeur. Donc voilà, c'est ça, ce sont ça les annexes financières. C'est un document précontractuel. C'est un document qu'on doit remettre, mais pas le jour de la signature,
S'il est précontractuel, ça veut dire que c'est avant. Alors, j'enfonce des portes ouvertes, mais pas tant que ça. Et je trouve intéressant que cette recommandation reprenne l'annexe financière. Maintenant, je trouve qu'il y a un petit cheval de bataille à mener, en tout cas c'est le mien, parmi d'autres. C'est que ce document, il est très dense. Nous, les contrats que nous distribuons, parfois, il y a 800 fonds. 800 fonds, c'est à peu près 60-70 pages d'annexes financières. Donc, c'est, on va se le dire, illisible. Alors, on le remet, c'est précontractuel, donc on le remet bien sagement, mais ce n'est pas lisible. Donc, on perd la vocation pédagogique. Donc, moi, mon petit cheval de bataille, c'est que les assureurs mettent à disposition des courtiers ces annexes financières au format Excel, de manière à ce que l'allocation que nous proposons, nous puissions aisément retrouver toutes les lignes des fonds proposés et que nous puissions ainsi les agréger, parce qu'une allocation, c'est quoi ? C'est entre 10... ça dépend du montant du contrat, mais enfin, bon, on va dire au max une quinzaine, mais 15, c'est pas 800. C'est pas 800, voilà. Et donc on ne perd pas la visée pédagogique de ce document. Notons néanmoins que dans la loi Industrie Verte, l'article 35 très précisément, reparle des frais et que là on est en attente d'un arrêté. Bon, alors, il y a quelques sujets, paraît-il, en ce moment, donc je pense qu'il n'est peut-être pas pour tout de suite, mais enfin, il va falloir aussi qu'on attende cet arrêté au niveau des frais. Donc ça, on est sur le côté frais. Et l'autre point qui est important concerne le non-coté, qui est une volonté. Alors, la loi Pacte avait déjà ouvert l'assurance aux fonds professionnels à vocation générale, aux fonds professionnels en capital d'investissement, certains fonds professionnels spécialisés. Enfin bon, voilà, on avait déjà ça. Là, avec Industrie Verte, on passe avec les fonds LTIF 2.0. Bon, alors attention. Tout ça, c'est absolument écrit. Voilà, on peut évidemment conseiller ça à son client, sauf que ça va pas à tout le monde. Voilà, on va se le dire, ça va pas à tout le monde. Donc, si la personne a un horizon d'investissement qui est pas suffisamment long, s'il y a peut-être des problèmes de liquidité aussi sur certains fonds. Bon, bref, tout ça pour dire que je pense que ces produits, c'est chouette que maintenant on soit autorisé à les mettre dans les contrats d'assurance vie. Néanmoins, attention au devoir de conseil derrière. Vérifiez que votre client soit informé au sens de MIF 2, là pour le coup. Je sais bien qu'on parle de courtage, mais informé au sens de MIF 2, qu'il ait cette connaissance pour pouvoir aller sur du non-coté, qui sont des produits qui sont un peu à part. Côté IRD, Isabelle, qu'est-ce que vous retenez de cette recommandation Des choses très pratiques. Ouais. Je valide complètement ce que dit Karen. J'apprécie énormément que l'autorité se soit finalement nourrie probablement aussi de son approche terrain, en fait. Oui. Très rapidement, dans cette recommandation, qu'est-ce qu'on dit aux courtiers en assurance de dommages ? Sachez identifier les informations dont vous avez besoin pour identifier les zones à risque, les zones de risque, tout ce qui va effectivement vous permettre d'analyser le risque et de pouvoir finalement vous orienter vers des produits. La phase 2 dont vous parliez tout à l'heure. Cette fameuse phase 2, en donnant des exemples assez pratiques sur l'environnement du risque. Et puis, il y a aussi toute cette recommandation sur sachez décrypter dans les contrats où sont les garanties, quelles sont les exclusions qui sont en parallèle et qui peuvent anéantir ou amoindrir ? On appelle ça la value for client, c'est cette fameuse value for money. Pour que nos internautes comprennent bien, la RIS dont on parle, qui peut-être un jour arrivera, elle a été décidée. En France, il y a eu cette démarche de l'étendre, ce dispositif de value for money, à l'ensemble des produits d'assurance. Donc, la performance pour le client, est-ce que j'en ai pour mon argent ? Eh bien, effectivement, il faut l'appliquer. Et là, on nous rappelle dans cette recommandation que expliquer un contrat et vendre un contrat en dommages, c'est savoir définir des délais de carence, définir des franchises, définir des terminologies qui peuvent être dépréciantes pour le client et mettre en regard des garanties avec des besoins et des exclusions. Donc ça, c'est quand même des conseils qu'on donne. Enfin, je veux dire, on enfonce un peu des portes ouvertes. Oui. Mais ça va toujours mieux en l'écrivant. Exactement. Donc on est bien d'accord que cette recommandation, mesdames, ne fait que confirmer en fait certaines règles et d'exprimer de façon très pédagogique les obligations sans créer de nouvelles contraintes. On est bien d'accord ? Sans créer de nouvelles contraintes, si c'est qu'en les écrivant, il y en a peut-être certains qui vont découvrir que tout ça... Voilà, ça va être découvert. C'était pas vraiment au courant. Mais oui, je ne pense pas qu'on... Alors attention, un régulateur n'est pas là pour créer
des normes. Il les interprète, il va effectivement, au travers de son interprétation, parfois effectivement peut-être alourdir ou en tout cas générer des champs de recherche différents, mais tout ça est fondé sur des textes de loi qui sont des textes de loi qui sont applicables effectivement en France au plus tôt depuis le 1er octobre 2018. On va passer à cette deuxième séquence, c'est un mot qu'on a prononcé tout à l'heure, la durabilité, qui fait partie intégrante de cette recommandation, Isabelle. Oui. C'est un peu plus technique. C'est plus technique, c'est mais on est quand même partie de la loi Industrie Verte. Voilà, on va essayer d'être... Qu'est-ce que vous pouvez nous dire déjà sur ces règles Alors, je vais de nouveau vous faire sourire, parce que vous savez que j'adore les acronymes. Il y en a beaucoup. On va les expliquer. Où on a fait plein de choses avec les acronymes. Alors là, on a plein d'acronymes. Bon, pour poser le décor, cette recommandation, elle était effectivement partie du dispositif de la loi Industrie Verte, qui avait séquencé, ou en tout cas segmenté, son périmètre à certains produits d'assurance vie, en plus pas tous. Donc effectivement, l'autorité dit, à l'occasion de ça, où on a effectivement un petit peu étoffé ce devoir de conseil, rendu les choses plus claires, eh bien moi je vais dire, finalement je l'étends à tous les produits d'assurance vie, et donc c'est aussi l'enjeu. Alors, première chose, ESG, on entend souvent ça, ESG, environnement, social, gouvernance. C'est la notion de durabilité. Alors j'ai une définition de l'ONU, pour ceux qui ne connaissent pas la durabilité, la satisfaction des besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins. Donc c'est l'économie durable, c'est l'investissement qui ne détruit pas. On pourrait expliquer en langue française en fait. Donc ESG, c'est en fait compte le périmètre. Puis après, on parle souvent de RSE. Alors on sait que c'est la responsabilité qui en découle. Les engagements et les obligations du secteur financier en matière de durabilité génèrent des responsabilités des entreprises en matière environnementale. Et sociétale. Alors, l'ESG, c'est pas simplement les petites fleurs, c'est ce que je dis souvent. Non. Il y a le sociétal. On voit pas beaucoup le S. Rarement. C'est pour ça que je pensais important de le dire. Et puis les problèmes de gouvernance, c'est-à-dire tout ce qui est effectivement les liens économiques, le travail sur la proximité, le travail sur les circuits courts, le travail sur les gouvernances d'entreprise, les conflits d'intérêts, tout ce qui va traiter effectivement d'une économie qui se projette dans le dur, peut-être. On peut aussi dire ça. Alors on a aussi ce mot taxonomie. Alors, c'est un mot difficile. C'est pas beau, c'est une classification. À prononcer tout du moins. Alors, c'est une classification. Et c'est la première réglementation qu'on a mis en matière de durabilité. Et en fait, ça a été l'idée de se dire, on va classifier les activités économiques avec un côté un peu, j'allais dire, donneur de leçons. C'est un peu ça. On va dire qu'il y en a qui sont durables et puis d'autres qui sont pas durables. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas eu le temps de tout faire. Et du coup, effectivement, on a jeté certaines, entre guillemets, mis de côté, ou en tout cas marqué à l'encre rouge certaines activités, d'autres pas. C'est pas évident, on verra dans le devoir de conseil. On a ensuite un règlement. Alors, SFDR, alors c'est de l'anglais, voilà. Mais en gros, c'est effectivement le règlement européen qui est venu après. Et lui, il a fait autrement. Il a pris les classes d'actifs, il a pris les fonds, et puis il a dit, voilà, alors les articles 6, c'est le fourre-tout. Les articles 8, c'est quand on a du sociétal et de l'environnemental. Et puis les articles 9, c'est quand on a de l'environnemental. Bon. Et puis, du coup, pareil, c'est venu à un moment où on avait l'émergence dans l'Europe de toute cette notion de label. On a aussi ça, les labels. Les gens doivent savoir. Il y a plein de labels. Ça, c'est l'Europe, c'est le Green Deal. Il faut verdir, il faut tout verdir. Alors, on a plein de labels. Le problème, c'est que le label, c'est quelque chose qui est une norme. Ça n'est pas... On ne dit pas, on vous oblige à créer des labels. Donc, il y a des think tanks qui ont créé des labels, il y a des professionnels qui ont créé des labels, il y a des gouvernements qui ont créé des labels. Alors, on a, nous, un label ISR, qui était quand même un label assez porté, mais finalement, j'allais dire presque tous les fonds étaient labellisés. Donc, cette réglementation sur la durabilité, en réalité, elle est très éclectique, elle aboutit à une obligation pour le secteur financier. On doit impérativement orienter l'épargne vers ces produits, et les conseillers doivent en fait s'inquiéter, ou en tout cas s'enquérir des appétences de leurs clients pour essayer d'orienter leur épargne dans des conditions pertinentes en sélectionnant effectivement les produits d'investissement. Et concrètement, c'est compliqué, non ? Concrètement, on va demander à madame. Bon. Comment on fait pour... Alors, dans ce magma de normes, de réglementation, disons que la réglementation a peut-être été... Enfin, les textes, la chronologie des textes n'est pas la bonne. On va quand même se le dire. C'est-à-dire que cette année, c'est le début de CSRD. Ça aurait été bien de commencer par CSRD et de la taxonomie, puis SFDR, puis MIF2. Bon, là, on a fait les choses un peu dans le désordre.
D'un autre côté, très honnêtement, à un moment, il faut commencer. Si l'épargne privée doit impérativement rentrer dans le plan du Green Deal parce que sinon on n'y arrivera pas. Donc à un moment il faut commencer. Donc faut y aller. Donc on y va. Bon, alors des fois on y va. On commence par quoi alors on commence par bien comprendre ces notions déjà. Et donc ça veut dire qu'on commence par se former. Et se former, moi, membre du Haut Conseil de certificateurs de place, je vais vous dire, mais courtier, alors CIF et courtier, mais passez l'examen AMF. C'est l'information qui vous permet d'avoir une vision globale, à la fois les accords de Kyoto, enfin vous voyez des choses très macro. Exactement, et puis des choses plus évidemment davantage dans le détail. Et effectivement, donc commencez par vous former. Ensuite, bon, c'est pas tous les jours simple, hein, surtout quand on a des clients qui ont des exigences très élevées. Donc souvent, en fait, on leur demande s'ils sont d'accord pour un peu diminuer le niveau dans un premier temps, parce qu'on sait très bien de leurs exigences. De leurs exigences. Oui, et s'ils sont d'accord, et donc on formalise ça dans le conseil, hein, pour pouvoir répondre à leur préférence en matière de durabilité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les textes, les articles 6, 8 et 9, en vrai, ne font pas partie de ce qu'on demande aux distributeurs. Les labels ne font pas partie de ce qu'on demande aux distributeurs. Voilà. Une fois que ça s'est dit, on se débrouille. Alors, on se débrouille comment ? On pose des questions. Mais avant de poser des questions, peut-être qu'il serait bon, une fois qu'on a posé la première question, qui est de dire à son client, bon, alors, est-ce que vous avez des préférences ? Oui ou non ? Généralement, le client répond plutôt oui. Voilà. Il ne sait pas très bien à quoi ça réfère, mais enfin, il répond oui. Donc, à ce moment-là, laissez-le parler. Laissez parler le client sur ce qui est important. Au lieu d'attaquer directement avec les questions qui sont dans toutes les recommandations, mais laissez-le parler. Faites-lui œuvre de pédagogie, c'est-à-dire expliquez-lui ce qu'est la taxonomie, expliquez-lui ce qu'est un objectif environnemental ou social, expliquez-lui ce que sont les principales incidences négatives, et puis le client de lui-même, en fait, va répondre. Ceux qui sont très élevés, encore une fois, on ne parvient pas à avoir une allocation diversifiée, encore aujourd'hui. Donc, à ce moment-là, il suffit juste de lui expliquer. Donc, la première chose, c'est se former. Se former, ça passe par l'examen AMF, même pour les courtiers. Il ne faut pas être CIF pour passer cet examen-là, pour bien se former. Et puis, apprendre à dialoguer avec son client. Avec une écoute active. Exactement. Ça suffit. Pour les dommages, c'est pareil, Isabelle. La recommandation ne vise pas expressément cela, mais on sait que de plus en plus, certains industriels, certaines compagnies d'assurance, effectivement, intègrent également dans leur gouvernance. On sait que cette recommandation s'inscrit dans le dispositif global de la gouvernance. Ce type de critères de durabilité sur les pièces recyclées, sur effectivement les démarches de proximité, les circuits courts. Donc le dommage qui contient beaucoup la réparation, la reconstruction, est aussi un secteur pour lequel ces questions environnementales et sociétales également, réinsertion à l'emploi, retour à l'emploi, inclusion des personnes handicapées, tout ça, ce sont des choses, et les assureurs et France Assureurs sur ce sujet, je le sais, travaillent énormément à ce type d'approche. Et ce n'est pas que du marketing. Donc les courtiers auront probablement ce type d'approche également à aborder avec leurs clients dans le secteur, effectivement, du dommage et de la responsabilité. Alors on va parler maintenant, si vous êtes d'accord, de la troisième séquence, en tout cas de notre échange, l'après-souscription du contrat, le devoir de conseil post-contractuel. La recommandation dont on parle depuis le début de cette émission aborde, je dirais peut-être enfin, ce sujet de devoir du conseil postérieur à la conclusion du contrat. Est-ce que ça, c'est vraiment une nouveauté, Isabelle ? Ça, c'est vraiment une nouveauté au sens où aujourd'hui, c'est écrit dans le marbre. Et en fait, parce que c'est un conseil, Karen vous l'a dit tout à l'heure, la CNCGP, mais toutes les organisations professionnelles, je pense, de CIF, ont toujours
encourager, en tout cas parce que la relation, elle l'exige. Mais c'est pareil également en dommages. Et on le voit dans la recommandation, l'autorité vise les multirisques habitations. Elle vise aussi les contrats affinitaires. Tous les contrats. Donc, tous les contrats dommages, en disant, il est quand même pas idiot. Elle donne une cadence de 5 ans, par exemple, pour les multirisques habitations. D'accord. Mais elle donne surtout une cadence de, quand votre client n'a plus besoin, quand votre client n'est plus en mesure de devoir utiliser, il vous appartient de l'interroger. Alors, c'est une démarche qui, juridiquement, appartient normalement au client. Le client qui n'a plus l'usage d'une chose se doit normalement d'informer son assureur. Mais là, on renverse un peu la proposition. Dans le cadre du devoir de conseil, c'est aussi aux professionnels à interpeller son client. Et d'avoir un dialogue pour un peu lui dire, constant. Écoutez, est-ce que vous n'auriez pas construit une piscine dans votre maison, construit un étage, posé des panneaux photovoltaïques sur votre toiture, tout un type de questions qui peut avoir du sens et qui a évidemment du sens pour cela. Et puis ensuite, la recommandation reproduit la loi Industrie Verte. En matière d'épargne, on doit, tous les 4 ans, en l'absence de toute opération sur un contrat, obligatoirement contacter son client pour mettre à jour la connaissance client et l'adéquation. Et c'est tous les 2 ans, lorsqu'on s'est engagé dans un service de recommandation personnalisé ou que le contrat a fait l'objet d'opérations, par exemple, on a dû conseiller une opération de rachat sur un contrat. Donc ça, aujourd'hui, c'est écrit, et ça n'est pas écrit que dans la loi Industrie Verte, ça concerne tous les produits d'assurance vie. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui aujourd'hui s'inscrit. Alors, information importante, parce qu'on nous a déjà posé la question. La recommandation répond, le délai part à compter du 24 octobre 2024, ce qui veut dire que ce sera à minima pour le 24 octobre 2026 pour ceux qui doivent revoir leurs clients dans les 2 ans, et des 4 ans. Parce qu'on aurait pu croire que l'application de la législation verte au 24 octobre faisait que les plans d'action devaient être indiqués pour qu'au 24 octobre, on puisse justifier avoir revu son client pour qui on avait souscrit 4 ans avant. Non, en fait, on fait démarrer cela au 24 octobre. 2 ans, c'est pour le conseiller qui a un service de recommandation personnalisé à l'égard de son client. Une information également importante sur ce sujet, Jean-Luc, c'est que l'autorité reporte au 31 décembre 2025 la mise en œuvre de cette recommandation, mais à plusieurs endroits dans la recommandation. Elle explique effectivement qu'elle entend que les professionnels s'y mettent maintenant. Et dans le secteur du dommage, cette obligation de suivi pose des problématiques, j'allais dire, industrielles, des problématiques absolument énormes en termes de développement informatique, de choix d'outils. Et on en revient à notre fameux KYC, celui dont on a beaucoup parlé la dernière fois. En rappelant à nos auditeurs que la connaissance client, c'est pas que la sécurité des États, c'est avant tout la qualité du service, c'est avant tout le devoir de conseil. Et on le voit pour les intermédiaires qui ont des portefeuilles de plusieurs centaines de milliers de polices, quand c'est pas des millions, eh bien cette question du suivi va poser une vraie problématique de est-ce que je connais mon client ? Est-ce que je connais son nom, son prénom ? Son adresse. Est-ce que j'ai son adresse mail ? Finalement, la question avant d'exercer mon devoir de conseil, je vais d'abord vérifier que je suis capable de le contacter. Et donc, c'est en cela que nous devons attirer l'attention des gens qui nous écoutent sur le fait que quand vous êtes confrontés à ces problématiques, c'est vraiment maintenant qu'il faut s'y mettre, parce qu'effectivement, il est bien indiqué qu'il faudra que ce soit opérationnel au 1er janvier 2026. Vous êtes en train de dire, Isabelle, qu'il y a des compagnies ou des distributeurs qui prélèvent des cotisations, des primes, qui ne connaissent pas forcément... Oui, monsieur. Les coordonnées de leurs clients. Ben oui, il y en a, c'est tout à fait connu. C'est-à-dire que, si vous voulez, quand on n'a jamais mis en œuvre cette obligation de suivi et que la tacite reconduction fait que vous renouvelez un contrat depuis 15, 20, 30 ans parfois. Donc on continue d'être prélevé, etc. La personne a pu déménager, elle a pu se marier, elle a pu, et on a totalement perdu le fil, pour autant avoir toujours le même compte bancaire, parce que ça, la mobilité bancaire, elle est moins forte. C'est pas parce qu'on déménage qu'on change de banque. Et dans ce contexte-là, on est confronté, et notamment dans le secteur affinitaire, mais pas que, également dans le secteur du dommage, l'habitation, l'automobile, à des portefeuilles dans lesquels une partie significative de la clientèle, on aura du mal à exercer cette obligation. Je pense que c'est la raison pour laquelle on nous a demandé de nous y mettre assez vite. D'attaquer assez vite. Je pense qu'il y a du vécu dans cette recommandation. Karen, du côté de votre point de vue, c'est facile à faire, c'est facile à exécuter pour les intermédiaires dont vous parliez tout à l'heure ? Bon, très honnêtement, les CIF, pour des produits qui peuvent appeler justement au suivi, c'est-à-dire généralement la majorité quand même des instruments financiers, le suivi c'est tous les ans. Bon, donc on va y arriver. En revanche, peut-être qu'il serait intéressant pour les courtiers qui sont également CIF, peut-être de segmenter
leur clientèle, les CIF, en tout cas d'un point de vue pratique, les CIF avec un suivi annuel 1 an, donc les dossiers, les clients en courtage avec avis personnalisé à ce moment-là 2 ans, et puis les autres 4 ans, de manière à ce qu'il n'y ait pas trop dans la raquette. Alors souvent, on va quand même être bien d'accord quand on fait un point avec un client au niveau du CIF, on le fait aussi au niveau de l'assurance, puisque voilà, c'est interchangeable. Mais comme encore une fois, cette recommandation est très précise. Et donc, les attendus seront très élevés sur tout ce qu'elle contient. L'idée, c'est qu'on ne fasse pas d'erreur, et donc cette segmentation peut être une idée. Je crois qu'on a fait un beau petit tour sur cette recommandation qu'on mettra d'ailleurs en pièce jointe de cette vidéo. Oui, parce qu'il ne nous a pas paru utile de faire une lettre ou de faire quelque chose de particulier. Je pense qu'on aurait paraphrasé inutilement et on aurait alourdi bêtement quelque chose qui est extrêmement pragmatique. Donc je pense que la seule chose à dire à nos internautes, c'est de lire, de stabiloter et de prendre finalement ce qui les intéresse pour leur domaine d'activité. Et comme le dit Karen, ceux qui ont cette double casquette, conseil en investissement financier, courtier, c'est vrai qu'ils vont être plus facilités dans leur démarche parce que ces habitudes, ils les ont prises, tout en étant quand même conscients qu'aujourd'hui, lorsqu'ils assurent, au sens propre leurs clients, eh bien, il faut aussi que ce qu'ils font dans leur métier de CIF, ils l'adoptent également dans leur logique de courtage, y compris lorsqu'ils peuvent très bien assurer les maisons de leurs clients, s'ils ont tout à fait la possibilité de le faire. Et dans ce cadre-là, savoir qu'il n'y a pas que dans l'épargne qu'ils doivent effectivement exercer cette obligation de suivi. On arrive quasiment dans la dernière ligne droite, si je puis dire, de notre échange. On y est arrivé. Karen, une petite conclusion, un petit message à faire passer aux nombreux auditeurs qui nous regardent. C'est que du bon sens. Cette recommandation, c'est une série de bon sens. Donc il ne faut pas avoir peur, c'est du bon sens. Il faut juste appliquer. Il faut la lire, il faut se former éventuellement, comme vous l'avez évoqué. Alors, je pense que c'est nécessaire, mais d'un autre côté, c'est du bon sens. Donc si c'est du bon sens, on se relève un petit peu les manches, on met en œuvre les outils informatiques ad hoc qui permettent de ne pas avoir de trous dans la raquette, et puis voilà. Tout roule. Tout roule. Isabelle ? Moi j'ai envie de dire, la boucle est bouclée. Ouais. On a eu, et c'est du reste un petit peu l'introduction de cette recommandation, on a eu tout un cycle de communication sur la gouvernance. Conception des produits, surveillance des produits, stratégie de distribution. Et puis maintenant, devoir de conseil. Donc, en fait, l'autorité, là, nous a construit, j'espère, ce que je souhaite de mes voeux, la transposition de la RIS. On a tout dedans, on n'en a pas besoin de cette RIS. En fait, tout est écrit dans ces recommandations claires, y compris les benchmarks, les tests. Ils ont été mis à jour le 28 juin 2024. Donc, ça, c'est pour moi très important parce qu'on dispose aujourd'hui de tout un bagage de textes pratico-pratiques, lisibles, accessibles pour les distributeurs. C'est notre ADN, on aime que les gens comprennent ce qu'ils lisent et ce qu'ils font. Et au fond, tout tourne autour de ce fameux KYC. Et on l'a dit la dernière fois, c'est le cœur de la stratégie. Ouais. Et ce KYC, cette connaissance du client, cette conscience que tout tourne autour de notre relation client, c'est encore une fois essentiellement du professionnalisme, du service client, de la rigueur et donc de la qualité. Donc je crois qu'on ne peut pas s'en plaindre. Et effectivement, pour ceux qui se vanteraient de ne pas connaître leurs clients en considérant que c'est comme ça qu'on gagne sa vie dans le domaine du secteur financier, je pense qu'ils se trompent. Et toutes ces recommandations qui vraiment aujourd'hui sont importantes, mais avec effectivement un effort à remarquer de clarté, d'accessibilité en fait des autorités qui effectivement écoutent, je crois, beaucoup les professionnels en essayant de s'adresser à eux comme eux s'adressent à elles. Et du coup, on n'a plus des textes que autrefois on avait qui étaient difficiles d'accès. Les recommandations pouvaient être difficiles d'accès à l'époque. Donc aujourd'hui, voilà, c'est le message. Connaissez vos clients pour bien les conseiller. Je crois que c'était la devise de la Fédération des agents. On assure bien quand on connaît bien. Je me souviens pas, oui, ça avait ressemblé à ça, mais en tout cas, je pense que c'est vrai. Il y a certains distributeurs, certains porteurs de risques, il va y avoir des points de douleur quand même, si j'ai bien compris, sur certains, un sujet sur certains produits. Voilà. Non ? Alors, dans le baromètre d'Astrée, c'est le point noir. C'est clair. Encore aujourd'hui, dans nos audits de conformité et dans l'accompagnement qu'on fait chez nos clients, ce devoir de conseil reste un point
complexe. On a de plus en plus, effectivement, de clients qui disposent de documentation précontractuelle mise à leur disposition par les plateformes, par des grossistes qui font le travail, les compagnies. Mais l'appropriation des sujets est une autre chose. Le fait de ne pas prendre le formulaire pour cocher la case du j'ai fait mon... Alors souvent, j'ai fait ma DDA, on vous dit ça, comme j'ai fait mon POG, mais en fait, on ne sait pas du tout ce qu'on fait. Donc c'est cet effort-là, c'est cette marche-là qu'il va falloir monter. Et c'est en cela que je trouve que cette recommandation, elle parle une langue tout à fait compréhensible. Ouais. Elle parle la langue du bon sens, la langue du service client, la langue de la valeur client. Et donc, voilà, on le redit, on insiste. La connaissance client, c'est le cœur du métier. En tout cas, cette recommandation, elle ne fait que 9 pages. Donc, elle est assez digeste, d'une certaine façon. Et puis, on doit même se former si on a besoin en plus. On arrive au terme de cette émission, mesdames. Merci de votre présence. Karine Féol, je rappelle, vous êtes vice-présidente de la CNCGP. Isabelle Molinfin, vous êtes avocate et fondatrice d'Astrée. Merci et coproductrice de cette émission. Merci de votre attention. À très bientôt pour un nouveau Droit de Savoir.